Bonjour à tous et bienvenue sur la chaîne. J'espère que vous allez bien les amis, vous passez une belle semaine, un bon week-end. Écoutez, on va faire le point hebdomadaire comme d'habitude sur les crypto-monnaies, donc notamment le Bitcoin, les ETF, donc notamment maintenant les ETF Bitcoin, Solana, Ethereum, mais également XRP, parce que là ça y est, on est sur cette fin d'année 2025, sur le lancement des ERP avec les premiers chiffres qui tombent au fur et à mesure. Donc c'est hyper intéressant pour la suite des choses, et notamment parler d'une sorte de altcoin season, on va voir. J'ai également vous parlé des crypto-monnaies avec les mises à jour comme d'habitude sur VeChain notamment, aussi également Ongo, Chainlink, Plume, enfin tout ce qui est en lien avec le RWA et bien sûr XRP et Ripple. Bien entendu, il y a des nouvelles aussi, là aussi ça bombarde sévère en ce moment. Et en fin de vidéo, je passerai aux actualités crypto plus générales mais toujours en lien avec le RWA parce que c'est vraiment, je confirme, hein, le narratif du moment sur la crypto-monnaie, la tokenisation des actifs, c'est vraiment évident aujourd'hui quand on voit l'emballement et l'engouement des gouvernements. Désormais, on va voir comment et pourquoi sur la tokenisation des actifs. Également, les alarmes des autorités financières traditionnelles qui s'inquiètent en fait même de l'émergence de la tokenisation des actifs et également, bien derrière, tout ce qui est les entreprises institutionnelles qui continuent également d'injecter de l'argent en masse dans le RWA. Donc il y a déjà, vraiment, il y a des choses intéressantes à voir. On est en train d'assister vraiment à une transformation de l'économie en temps réel, et c'est ça qui est très intéressant en ce moment. Bon, voilà. Et puis, en fin de vidéo, j'aborderai aussi, comme d'habitude, le cours de l'or, le cours de l'argent, qui sont en train de nous passer encore une fois un petit message tranquillement, c'est qu'il n'y a rien qui va, au niveau économique, puisque l'or, l'argent sont en train de repartir à la hausse et l'argent est en train d'exploser. Bon, ça, c'est pas une nouveauté. J'ai déjà prévenu il y a 3 semaines qu'on a vu les articles de la LBMA qui annonçaient justement une pénurie d'argent. Donc ça ne fait que être une conséquence aujourd'hui des annonces qui ont été mises en place par la LBMA il y a 3 semaines sur la pénurie d'argent physique. Voilà, bon, on y va, on va voir tout ça. Si vous êtes chaud, n'hésitez pas à mettre un like sur la vidéo pour supporter ma vidéo, pour également vous abonner pour vraiment plus on est de fous, plus on rigole. Et puis j'en profite également pour remercier du fond du cœur encore une fois les amis, pour vos abonnements, vos likes, vos commentaires, les conversations, messages privés avec certains d'entre vous. Vraiment, c'est hyper intéressant. J'adore ça. Et puis, on est entre passionnés. Donc, vraiment, c'est le top. Et puis, sinon, bah, écoutez, c'est parti. On y va. Donc, je commence avec le rapport de Farsight Investor sur les ETF Bitcoin Pot et regardez, on est en train de repartir tout doucement à la hausse. Et ça, c'est très bon signe, hein, vous savez, au niveau des institutionnels, hein, parce qu'on va dire que le bas appelle le bas et la hausse appelle la hausse. Et donc là, on voit bien qu'on a un retour en force avec des capitaux injectés tout doucement. Désormais, cette semaine, on le voit bien sur les ETF Bitcoin Spot, puisqu'on a eu le 21 novembre, le 25 et le 26 novembre, des flux positifs, hein, de capitaux. Là, ces derniers jours, c'est les ETF Bitcoin Spot, mais ça reste quand même des capitaux avec des flux tout doux pour le moment, puisqu'en plus, on a eu au milieu, le 24 novembre, une sortie de capitaux de 151 millions de dollars. Donc, on voit bien que là, la moyenne cette semaine, c'est plutôt une reprise à la hausse des flux de capitaux sur les ETF Bitcoin. Mais après, on va voir bien sûr ce que ça donne sur la suite des choses. Mais je ne serais pas étonné que ça continue de repartir à la hausse parce que on a vraiment tous les fondamentaux qui sont là pour, eh bien, qu'on reparte à la hausse et on va voir comment et pourquoi derrière. Bon, donc on a un total de 57,6 milliards de dollars encore au total de flux de Bitcoin, enfin de ETF Bitcoin Spot, de capitaux positifs injectés là-dedans. Et donc, bah, écoutez, c'est plutôt positif, hein, pour la suite des choses pour ma part. Et on voit que malgré l'extrême peur qu'il y a eu là sur les marchés dernièrement, eh bien, on voit que les institutionnels, en fait, ont tenu le choc, ont tenu la barre parce qu'au final, on n'a pas eu tant de pertes que ça, malgré les grosses corrections. Voilà, allez, je continue cette fois sur les ETF sur Ethereum. Et là, regardez, par contre, c'est que du positif. Alors là aussi, c'est des capitaux qui sont tout doux, comme si je pourrais dire, parce que là, on dépasse jamais la barre des 100 millions de dollars de flux entrants sur les ETF Ethereum, mais ça reste quand même malgré tout, ben là, ça fait 5 jours consécutifs, on n'a que des flux positifs sur les ETF Ethereum. Donc ça, c'est aussi également un signal de reprise de marché là-dessus au niveau institutionnel. Et après, on verra aussi pourquoi ça se corrélie un petit peu avec les événements macroéconomiques derrière sur Ethereum. Je continue. Là, cette fois, c'est marrant parce que Solana, je vous disais, ça a été vraiment
tous les jours, on avait eu que des flux positifs, alors que c'était le massacre, vraiment la tronçonneuse sur Ethereum et sur Bitcoin. Et là, en fait, c'est l'inverse. Maintenant que Bitcoin et Ethereum reprennent du poil de la bête, c'est Solana, en fait, qui se fait exploser ce dernier jour là, le 26 novembre, avec des flux sortants sur ces ETF. Donc ça veut dire que là aussi on voit bien qu'il y a une dissonance. Donc quand il y avait le Bitcoin ETF qui était vraiment en berne, eh bien c'était Solana qui attirait peut-être les capitaux, hein, on voit bien. Et là maintenant que ETF et Bitcoin reprennent du poids de la bête, en fait les capitaux qu'est-ce qu'ils font? Eh bien ils repartent des altcoins vers les principaux, c'est-à-dire Bitcoin et Ethereum. Alors après, c'est très léger, donc on ne peut pas parler de corrélation encore, mais je pense que la coïncidence est quand même assez marrante à voir pour la souligner, bien évidemment. Ensuite, je continue et tout ça, je passe maintenant aux articles, vous savez, sur du coup les ETF. Et donc là, j'ai un article de cointribune.com. Les ETF Solana connaissent leur première journée de sortie après 18 jours d'afflux. Donc c'est ce que je dis, c'est assez quand même significatif pour le souligner. À un moment, on a une reprise de marché. Au contraire, sur les ETF, Ethereum et Bitcoin. Voilà. Ensuite, je continue avec journalducoin.com et donc là, ça devient intéressant. Le bouton mis sur Ethereum et devient validateur sur le réseau. Est-ce que je sais pas si vous vous rendez compte quand même au point où on en est. C'est-à-dire que là, on a vraiment un flux encore d'extrême peur hein, sur les marchés de la crypto-monnaie. On est en train de parler de bear market, on est en train de parler de fin de cycle. Bon, pourquoi pas. Mais quand on voit les fondamentaux derrière, que ce soit pour Bitcoin, Ethereum ou l'ensemble du marché crypto, je ne parle même pas du RWA, la tokenisation d'actifs, en train de tout balayer sur son passage au niveau des fondamentaux, eh bien là, vous avez carrément le bouton, donc des gouvernements qui commencent à s'y mettre carrément à s'injecter, excessivement à injecter des capitaux dans les Ethereum, Bitcoin, mais là, vous voyez, pour le coup, c'est carrément Ethereum, c'est-à-dire les altcoins. Donc on voit qu'il y a vraiment une transformation de la finance traditionnelle actuellement au point, je vous montrerai après les articles et tout, au point de faire peur aux autorités financières traditionnelles qui sont en train de se dire, mais en fait, nous, on va disparaître, on ne sert plus à rien. Bah oui, parce qu'avec l'émergence de cette nouvelle technologie financière, et la blockchain au final, bah il y aura plus besoin d'intermédiaires au final, c'est-à-dire les banques centrales. Bon bah on va se poser la question est-ce qu'on va les garder à un moment, dans quelques dizaines d'années bien évidemment, mais enfin voilà. Et donc il y a tout un paradigme vraiment économique et donc bah, on voit venir bientôt social et de changement de comportement, etc. et de vision des choses qui est en train vraiment d'être remis en cause. Et donc là, on le voit avec cette première donc, gouvernement qui s'intéresse vraiment à Ethereum et vous allez voir, ce sera pas le dernier. Ce sera pas le premier, ce sera pas le dernier. Je continue toujours avec cryptost.fr. Le Texas achète pour 5 millions de dollars d'ETH Bitcoin de BlackRock. Donc pendant qu'on est là à se dire, alors quand je dis on, je parle en fait de la masse et du retail, et je m'inclus dedans, hein, bien sûr. Voilà, personne n'est au-dessus du reste, voilà. Mais ce que je veux dire, c'est que là, quand on se pose la question, que font les gouvernements, les États? Ils injectent en masse dans le Bitcoin. Vous voyez, 5 millions de dollars de d'ETH Bitcoin de BlackRock. En plus, à un moment, on voit bien qu'on est dans l'extrême peur du marché. Donc, quand je vous dis que les institutionnels, les gouvernements, ils n'ont pas les mêmes standards finalement que les gens comme vous et moi traditionnels, normaux, eh bien c'est ça, c'est qu'ils n'ont pas les mêmes échelles de temps, ils n'ont pas la même vision des choses et surtout ils ont accès à des informations que nous, on n'a pas. Voilà. Donc c'est pour ça que c'est très important, je pense, de prendre du recul, de dézoomer un petit peu par rapport à la situation macroéconomique actuellement, sortir la tête du guidon et essayer de se projeter sur un avenir de temps un peu plus long, donc bien sûr si vous voulez, et comme ça, en fait, on constate effectivement que tous les signaux sont au fait, sur le moyen long terme, le Bitcoin est destiné en fait à exploser littéralement. Parce que on voit que même les gouvernements, les institutions, les États américains s'y mettent. Donc c'est qu'une question de temps avant qu'on ait. Donc là, on a un FOMO institutionnel, hein, on l'a compris, mais désormais, on va avoir droit à un FOMO gouvernemental et on aura toutes les semaines des annonces avec des achats de la part des gouvernements, des États, enfin des banques centrales bientôt. Enfin, on a eu la semaine dernière, je vais présenter que la banque centrale de Tchéquie, la plus tchèque, a déjà investi dans le Bitcoin. Enfin, vous voyez, toutes les semaines, on commence à avoir des nouvelles comme ça, là. Donc, on est en train d'assister à un FOMO institutionnel gouvernemental. Je continue, donc là, vous voyez cryptost.fr, toujours à une échelle institutionnelle, JP Morgan propose de parier sur la hausse du Bitcoin avec ce nouveau produit d'investissement. Alors, pour être un petit peu
Pour vulgariser, grosso modo, JP Morgan, ils ont créé ce qu'ils appellent un produit structuré et donc basé sur l'ETF de BlackRock. Donc, c'est-à-dire que quand vous achetez à travers JP Morgan l'ETF de BlackRock, vous avez désormais la possibilité d'opter pour un produit structuré, c'est-à-dire une option entre guillemets qui vous permet quelque part de parier sur l'avenir du Bitcoin. Et si votre pari est bon, eh bien vous récupérez votre mise en fait de départ plus un rendement destiné par exemple de 16%, entre 10 et 20% suivant le risque que vous avez pris entre guillemets que vous avez parié. Voilà, donc c'est vraiment, on voit que là les ETF Bitcoin sont en train d'atteindre vraiment une maturité au point que les banques et les institutionnels sont en train d'offrir des services qui, normalement, ils réservent à la finance traditionnelle. Parce que ça, les options de ce genre-là, vous les trouvez, en fait, sur les actions boursières, normalement. La finance traditionnelle, certainement pas sur les crypto-monnaies. Donc là, on est en train, là aussi, d'observer un changement de paradigme par rapport aux institutionnels là-dessus, sur leur vision des choses par rapport au Bitcoin. Et en plus, c'est pas étonnant, parce que vous allez voir, après, je vous montrerai derrière, les informations, mais là, sur CoinMarketCap, pourtant, tout cela arrive dans un moment où nous sommes dans l'extrême peur. Mais ça fait rêver quand même. Vous voyez, nous sommes en 20, donc on a à peine dépassé, on est entre l'extrême peur et la peur sur le marché boursier crypto. Et ça fait rêver quand on voit que, au final, avec toutes les nouvelles qui s'enchaînent, enfin, il y a 10 ans, imaginez, il y a 10 ans, si on avait pu, on a eu des nouvelles comme quoi JP Morgan intégrait les produits structurés sur les ETF Bitcoin, ou si on avait le Bhoutan qui achetait du Bitcoin, ou si on avait eu le Texas qui avait injecté 5 millions d'euros de dollars dans le Bitcoin, on aurait eu une bougie, on laissait tomber, on aurait eu 10 000 dollars directement de volatilité en plus sur le Bitcoin. Aujourd'hui, ça ne fait rien. C'est quand même assez incroyable de voir cet aspect-là, c'est que, et c'est pour ça que je vous dis, je pense qu'on est vraiment en fait, je pense aujourd'hui, alors après, je suis pas conseiller financier, hein, je vous rappelle, j'ai pas de boule de cristal, j'ai pas la science infuse, je me base sur les éléments qui apparaissent comme ça, alors après, à vous de faire également vos propres recherches, parce que moi, j'ai fait mes propres recherches, j'ai fait mes propres analyses, voilà, ça ne tient qu'à moi. Et après, je vous partage mon opinion également, ben, vous savez, hein, pour les personnes qui me suivent quand même depuis un petit moment sur la chaîne, on en parle aussi en message privé. Et donc là, c'est vrai que quand je vois ça, je me dis, le marché, pour moi, crypto, alors Bitcoin, mais surtout les altcoins, c'est le marché, je dirais, le plus sous-évalué de l'histoire actuellement. Tout simplement parce que l'utilité, en fait, est extrême. Donc, quand on fait le parallèle entre la déchéance des monnaies fiduciaires, donc l'euro, le dollar, le yen, avec les comportements totalement débiles des banques centrales qui en fait se flinguent au fur et à mesure parce qu'elles impriment elles-mêmes de l'argent à l'infini et donc elles font elles-mêmes chuter quelque part la valeur de leur propre argent. Et en parallèle, vous avez le marché de la crypto-monnaie, blockchain, qui introduit par des mécanismes en plus de RWA, tokenisation d'actifs et tout, eh bien, une révolution du système financier tout en assurant un supply limité de façon à pouvoir justement limiter l'inflation. C'est le principe même de l'or en fait et du Bitcoin. Pourquoi on compare le Bitcoin à l'or numérique, enfin par analogie à l'or, on considère comme l'or numérique, seulement parce qu'il y a 21 millions de jetons, on peut pas en imprimer un seul de plus. Et rien que cet aspect-là, déjà, ça fait la différence avec l'euro, dollars, etc. Les shitcoins en fait sont destinés à être réduits, à supprimer la circulation un jour. Voilà. Donc on est vraiment à travers ce nouveau système quelque chose de plus, beaucoup plus efficace, mais surtout qui engendre ben, forcément des changements économiques et sociétaux, bien sûr, à l'avenir. Donc je pense que rien que sur cet aspect-là, on a vraiment une sous-évaluation de ce marché-là par son aspect utilitaire et de changement de paradigme social. Voilà. Et je ne parle même pas du RWA qui rend en fait les transactions financières beaucoup plus efficaces, moins coûteuses, etc. C'est pour ça que les institutionnels se jettent dessus. Donc c'est pour ça que là on est sur un marché dans l'extrême peur. Ça me fait un peu rêver quand même quand on voit les nouvelles. On a vraiment une dissonance à la fois sur les prix. Donc encore une fois, ça rappelle un peu les prix totalement à la ramasse, comparé à des fondamentaux qui n'ont jamais été aussi puissants. Voilà. Et ça me rappelle aussi la bourse traditionnelle. Donc, je sais pas si vous avez des boursiers là qui regardent la vidéo, mais faites attention parce que la bourse, pour moi, c'est l'inverse. C'est-à-dire que vous avez des prix qui sont extrêmement hauts, notamment au niveau du S&P 500, pour des fondamentaux qui sont OK au rendez-vous, on est d'accord, mais bas par rapport à l'économie réelle, en fait. Quand vous avez les 7 plus grosses entreprises boursières mondiales, américaines désormais,
qui pèse à elle seule le PIB de plusieurs pays, bon, il y a un truc qui colle pas, quoi. Et donc, un jour, il va y avoir un rattrapage, et donc les prix vont rattraper les fondamentaux. Et les fondamentaux, c'est que on est en surachat, là, par rapport à la bourse traditionnelle. Voilà. Donc, il y a aussi, là aussi, un décalage. Bon, bref. Après, chacun son opinion, hein. Voilà, c'est la mienne. Mais c'est pour ça que je pense que la crypto-monnaie, c'est vraiment le marché le plus sous-évalué de l'histoire pour l'instant, en tout cas. Et donc je continue. Pourquoi je dis ça? Parce que vous voyez, enfin, ça n'arrête pas, ça n'arrête pas. Là, j'ai un tweet de Coin Bureau. Le Kazakhstan est en train de construire une réserve nationale de 1 milliard de dollars de crypto. Donc avec du Bitcoin, des ETF. Vous voyez, alors pour l'instant, c'est des montants qui ont été saisis au niveau de la criminalité, tout ça. On comprend bien, mais ça, c'est le début. Donc, imaginez dans 5 ans, dans 10 ans, ce sera plus des montants saisis. C'est-à-dire que les gouvernements vont faire la course à acheter le plus de Bitcoin possible. Donc là, imaginez les impacts derrière sur le Bitcoin, etc. Voilà. Et donc, c'est pas tout, c'est qu'il y a même des rapports qui sont en train, en fait, de dire que le Kazakhstan serait même en train de faire du trading, c'est-à-dire de convertir des réserves d'or pour des réserves de crypto-monnaies. Là, on croit rêver, quoi. Voilà. Kazakhstan. Et quand même. Donc, il se passe des choses quand même. Vous voyez, il n'y a jamais eu autant de dissonance entre les prix, le sentiment de marché et les fondamentaux derrière. Allez, je continue, parce que là, c'est pas tout, hein. Donc là, je vous présente un tweet de Cointelegraph, comme vous pouvez voir ici. Donc, la demande institutionnelle n'a jamais été aussi forte sur le Bitcoin pour, en fait, une production de Bitcoin qui n'a jamais été aussi faible. Donc, quand je vous dis qu'il y a un choc entre l'offre et la demande qui est en cours sur le Bitcoin, c'est pas sorti du chapeau. C'est juste qu'on a les chiffres, en fait. Et donc, par exemple, en 2025, vous voyez, d'une année sur l'autre exactement, eh bien, on est à 975 599 bitcoins qui ont été achetés par les institutionnels, donc entreprises et banques, etc. Et en contrepartie, on a seulement sur la même année 136 538 bitcoins qui ont été minés et donc mis en circulation. Donc, vous comprenez bien qu'à ce rythme-là, là, on parle d'un ratio de 10, en fait, entre l'offre et la demande. Donc, dans 5 ans, dans 10 ans, qu'est-ce qui va se passer? Si ce ratio-là se conserve, après, il faut voir, mais moi, je pense qu'il va plutôt augmenter, ce ratio, il va se creuser, et donc, imaginez, dans 5-10 ans, il y aura plus de Bitcoin pour tout le monde. C'est mathématique, en fait. Voilà, donc c'est pas tout. Et ce qui me fait dire qu'on est vraiment en train d'assister à un choc entre l'offre et la demande, c'est ce graphique. C'est évident. Vous voyez, là, je suis sur CryptoCamp. CryptoCamp, vous voyez, il nous déclare quoi? Il nous déclare qu'ils ont la réserve. Donc là, c'est la courbe en violet que vous pouvez voir ici. C'est la réserve de Bitcoin disponible sur les plateformes exchange, toutes plateformes confondues, hein. Là, c'est toutes les plateformes exchange confondues. Et regardez, donc au fur et à mesure, donc c'est depuis 2023-2022, fin 2022 le graphique, eh bien, vous avez une augmentation des prix donc du Bitcoin, hein, comme vous pouvez le voir, et en contrepartie, vous avez un effondrement en fait des réserves de Bitcoin sur les plateformes exchange. Je vous rappelle que les plateformes exchange, c'est comme des banques, hein, centralisées juste pour convertir ces crypto-monnaies en euros ou l'inverse, hein, généralement de l'euro ou du dollar en crypto-monnaie. Et donc, quand vous avez des baleines, en fait, qui mettent de l'argent sur les plateformes exchange, c'est justement qu'ils prévoient de vendre derrière. Donc, logiquement, en bear market, notamment, on l'a vu en 2021, 2022-2023, eh bien, on avait des baleines, en fait, qui stockaient leurs bitcoins sur les plateformes exchange. Là, on est en train d'assister totalement à l'inverse, malgré la chute de la valeur du bitcoin, des crypto-monnaies, là, depuis ces derniers mois, dernières semaines, eh bien, on a de moins en moins de Bitcoin sur les plateformes exchange. Et au point, regardez, donc là, le 14 novembre 2025, nous étions à une balance, toute plateforme exchange confondue, de 2 389 000 Bitcoins. 2 semaines après, donc nous sommes là, je suis au 28 novembre 2025, nous sommes à 1 832 720 Bitcoins sur les plateformes exchange. Il s'est passé quoi là en 2 semaines? On m'explique. Et ils sont passés où les bitcoins là? Il n'y en a plus. Donc non, j'exagère quand il n'y en a plus, mais là vous voyez qu'en seulement quelques années, c'est-à-dire qu'il y a encore en fin décembre 2022, nous étions encore à 3
109 000 bitcoins. En seulement, en fait, 3 ans, encore je suis gentil quand je dis 3 ans, c'est 2 ans et demi plutôt. En seulement 2 ans et demi, les réserves de bitcoin sur les plateformes exchange ont été divisées quasiment par deux. Bon, si ça continue comme ça, imaginez dans 5 ans, dans 10 ans, les plateformes exchange, à un moment, n'auront plus de bitcoin pour les gens comme vous et moi, en fait. Ce sera réservé quand je vous dis que moi, je vois un jour qu'on aura des banques bitcoin parce que il y aura pas le choix et donc réservé aux élites ou alors il faudra passer par des systèmes de contrôle. Enfin, j'imagine même pas le délire. Peut-être que j'extrapole un peu trop vite, mais en tout cas, dans 20 ans, si on continue comme ça, c'est sûr qu'il y aura plus de Bitcoin pour tout le monde. Ce sera réservé à des classes de sociales à part entière. Bon, compris. Voilà. Donc c'est pour ça, je vous dis, quand je vois le sentiment de marché aujourd'hui, je dis faites très attention, essayez de dézoomer, essayez de vraiment d'anticiper sur le long terme, en fait. Qu'est-ce qui va se passer dans 10 ans, dans 20 ans, si on continue, bien sûr, dans cette lancée, parce que, bien sûr, il y a des risques, on n'est pas à l'abri qu'il y ait une météorite, enfin bref, cyberattaque, des choses comme ça, fin d'Internet, enfin, tout ce qu'on entend sur Internet aujourd'hui, de toute façon, tout est possible. Mais voilà. Mais si tout se passe bien, normalement, on n'a pas de cataclysme apocalyptique. Bon, et qu'on a toujours Internet, logiquement, il y aura plus de Bitcoin pour tout le monde dans les années qui viennent. Voilà. Donc ça, c'est ce que je vois, personnellement, c'est mon opinion, c'est ce que je vois venir pour la suite du Bitcoin. Et donc, quand on parle, parce que là, on est en plein dedans, quand on parle de bear market, de cycle haussier ou autre, ben moi, je ne crois plus vraiment en ces cycles-là. Alors, oui, il y aura peut-être des cycles encore de 2 ans de hausse des baisses le prix sur le Bitcoin, sur l'aspect de volatilité. Ça, ok, je veux bien l'entendre. Mais par contre, ce qui est de l'aspect, si on réserve vraiment uniquement sur la liquidité, et comme ça a changé depuis l'arrivée des institutionnels, des gouvernements dans la course à l'achat au Bitcoin, eh bien, on n'est plus dans la même configuration qu'en 2020-2021, on n'avait pas encore les institutionnels ou très peu. Là, avec l'arrivée de ces mêmes institutionnels, on voit bien que, bah, forcément, comme c'est la liquidité même du Bitcoin qui est impactée, contrairement à 2020-2021, eh bien, la volatilité, forcément, est impactée, mais par rapport au stock to flow, en fait. Donc là, je me fais référence un peu au modèle de plan B, notamment, qui est plutôt pour moi réaliste en ce moment quand on voit la demande institutionnelle en Bitcoin qui ne cesse de croître. Donc, pour moi, on va de moins en moins parler de volatilité liée au cycle de 2 ans de hausse des baisses des prix avec l'effet halving qui a de moins en moins d'impact, hein, je rappelle, puisque il y a de moins en moins de Bitcoin impacté sur chaque halving, pour ceux qui connaissent, donc je ne vais pas expliquer le halving parce que bon, on a encore un moment là, mais pour ceux qui connaissent le comprennent très bien. Et derrière, maintenant, on va avoir un choc entre l'offre et la demande sur la liquidité. C'est ça qui fait la différence désormais, à mon sens. Sans parler en plus de l'aspect de masse monétaire, bref, des banques centrales qui, donc, du coup, s'injectent ensuite dans les marchés boursiers à risque, etc., le Bitcoin, l'or, tout le tralala, et qui là aussi, c'est plus le même contexte de création de masse monétaire qu'on avait durant les cycles passés. Donc, tout est en train de changer là. C'est pour ça que je dis attention, aux, euh, aux personnes qui se focalisent uniquement sur l'aspect technique des dates avec les cycles haussiers et baissiers parce que l'histoire n'est pas en train de se répéter là. On le voit avec les altcoins. On n'a pas eu de bull run sur les altcoins. Donc expliquez-moi comment on peut avoir des cycles haussiers et baissiers de 4 ans si en plus on n'a même pas eu de bull run sur les altcoins. On voit bien qu'il y a des choses qui ont changé sur ces cycles. Voilà. Bon, allez, je continue. Donc, ce sera tout pour Bitcoin. Vous avez bien compris qu'avec tous ces éléments, moi, je continue à parier tout simplement sur le moyen long terme. Alors, court terme, peut-être qu'on va avoir une baisse des prix de 20, encore 30% sur le Bitcoin. On n'est pas à l'abri hein, aujourd'hui. Mais sur le moyen long terme, je suis persuadé que le Bitcoin va nous faire des performances mais vraiment incroyables et on va pas comprendre ce qui va se passer. C'est-à-dire qu'il va y avoir un moment, on va se réveiller et boum, le Bitcoin va nous faire un plus 20% d'un coup. Je serais pas étonné. En tout cas, vu ce qui se passe sur la liquidité. Bon, allez, je continue maintenant. Je passe à VeChain. Je passe à tous les projets crypto, donc RWA et donc VeChain. Ça y est,
Ils ont enfin eu un audit en fait de Alborn Security comme vous pouvez voir ici sur, vous savez, la nouvelle mise à jour Hayabusa. Donc tout s'est bien passé apparemment. Donc la mise à jour Hayabusa arrive dans 2 jours, je vous rappelle, en finalité sur le mainnet et c'est bien parti pour que cette mise à jour se déroule en parfaite condition. Voilà. Allez, je continue toujours avec VeChain. Autre nouvelle très intéressante, on a un nouveau validateur, vous savez, sur VeChain, parce que je rappelle qu'aujourd'hui, avec la mise à jour Hayabusa, eh ben, on a vraiment un principe qui est mis en place sur VeChain, c'est qu'on a des validateurs, en fait, qui viennent tout simplement pour assurer le bon fonctionnement de l'infrastructure de la blockchain web de VeChain, donc le VeChain Tor. Voilà. Et donc, c'est Meria. Et Meria, je rappelle que c'est quasiment un gestionnaire d'actifs de patrimoine. D'ailleurs, ils le disent très bien, parce que quand voilà, on est sur leur profil, ils mettent construisez votre patrimoine crypto. Donc, vous voyez, c'est une entreprise de la fintech, en fait, française. Vous voyez, et qui est fournisseuse, en fait, de staking. Qui est spécialisée dans le staking avec les rendements, etc., qui a été créée en 2017. Bon, vous savez tout sur VeChain, ça continue de croître VeChain, donc il y a des bons fondamentaux et surtout, c'est ça qui est intéressant, parce que je vous disais, c'est marrant quand même, la semaine dernière, je vous disais, le problème de VeChain, c'est qu'avec la plateforme VBetterDAO, ils ont mis de côté quasiment tout ce qui est l'aspect de partenaire et de partenariat au niveau de la supply chain, de la lutte contre la contrefaçon, enfin bref, l'essence même première de VeChain. Et là, boum, ils nous balancent quoi? Ils nous balancent cette semaine, quand même, c'est marrant, qu'ils ont un nouveau partenariat avec WeCord, tout simplement pour délivrer au sein de l'infrastructure RWA les nouveaux produits donc de passeports digitaux. Voilà, pour le marché de l'Union européenne. Alors, bon, c'est une bonne nouvelle, mais c'est une mauvaise nouvelle. Alors, la bonne nouvelle, c'est que effectivement, au niveau des fondamentaux, VeChain est en train de battre des records là et de se positionner sur des stratégies vraiment puissantes en termes d'utilité d'infrastructure, notamment dans le RWA. La mauvaise nouvelle, c'est pour que tous les Européens sont dans la merde en fait, parce que ils vont nous mettre des passeports digitaux, donc on va tomber dans la dictature là. Voilà. Alors après, chacun son opinion là aussi, mais moi qui suis fervent défenseur de la liberté, enfin bref, vous connaissez tout le tralala, on va se retrouver avec des passeports digitaux quand même. Enfin bref, on se fout de notre gueule, parce qu'on voit si on met une passoire avec l'immigration et tout, et on nous met, bref. Donc on entre quand même là aussi dans une nouvelle ère où on voit bien que la blockchain, alors j'avais fait une vidéo il y a longtemps là-dessus, c'était l'utilité de l'IA et de la blockchain vis-à-vis de l'aspect moralité et de l'utilité qu'on allait en faire derrière sur le marché, tout ce genre de choses. Eh bien on voit bien que les gouvernements, qu'est-ce qu'ils font, et notamment en Europe, ils commencent à utiliser toute la blockchain, cette technologie associée, pour maintenir le contrôle sur les populations. Voilà, et ben là, on y est. Parce que bon, un passeport lié à la blockchain, ok, ça peut être bien dans le sens on peut plus le falsifier, on peut plus, ok, mais derrière, ça ouvre la porte, en fait, à une société de contrôle, parce qu'il manque plus, vous avez compris, que l'euro numérique, et puis là, c'est bon, on est ficelé, clairement. Il n'y aura plus qu'après à mettre tout ce qui est l'aspect de données on-chain avec Chainlink, et tout ce qui est comme en Chine, avec vos comptes bancaires qui sont associés à votre code social et score d'accréditation sociale. Et bon, si vous sortez du cadre politique, je dis bien, eh bien vous êtes en fait mis au banc de la société. Voilà. On se dirige vers une société malheureusement de ce calibre-là parce que personnellement je n'ai pas du tout confiance en nos dirigeants politiques pour faire le bien, la part des choses entre le bien et le mal et l'abus de pouvoir, visiblement. Vous pouvez en faire de ce genre d'outils. Bon, donc on est mal barré. Voilà, on est mal barré, même si VeChain, bravo à eux, ils ont un beau partenariat très puissant, parce qu'en plus c'est justement en lien, on le sait là, désormais, avec justement derrière les gouvernements, les banques centrales, forcément, européennes. Allez, je continue. Donc au niveau des fondamentaux de VeChain, eh bien c'est positif, mais on voit qu'il y a une perte quand même de momentum, ça fait un petit moment, je vous le dis, puisque là on a 3918 nouvelles adresses par jour. En ce moment, on est loin, vous savez, très loin de la période où on avait du 60 000, 80 000 nouvelles adresses par jour. Enfin bref, voilà. Donc là, on a 14 216 000 nouvelles adresses au total sur la blockchain VeChain Tor. Mais on a eu vraiment quand même une année 2025 quand on y pense, quand on est en décembre quasiment,
de malade, hein. On a eu 10 millions de nouveaux portefeuilles enfin, en une seule année. C'est vraiment une performance incroyable pour VeChain, c'est clair. Voilà, et je continue donc toujours là par contre où c'est un petit peu moins bien malheureusement, c'est le nombre de holders de VeChain. Et je pense qu'aujourd'hui VeChain sont en train de payer le prix peut-être d'avoir focalisé trop leur énergie sur la plateforme VBTRDAO. Donc c'est bien pour l'utilité effectivement de la blockchain VeChain Tor, ça a relancé plein de choses, ils ont créé une utilité dans le RWA très spécifique où il y a que qui font ça, c'est-à-dire qu'ils ont le RWU, c'est-à-dire le Real World Utility, hein, dans l'utilité des actions, etc. Mais en contrepartie, comme ils ont délaissé le VeChain, que le VeChain en plus au niveau des prix, le pêcheur, il est pas, alors on s'est pété la gueule, hein, faut le dire, en toute objectivité, eh bien, on a une baisse, je pense, de confiance de la part des holders de VeChain, surtout long terme, je pense. Je fais partie du long terme, donc je sais de quoi je parle. Voilà, il y a une perte de confiance et donc les gens vendent. Et effectivement, on a perdu là, je crois 50 000 ou 70 000 holders en une semaine, hein. Donc ça fait mal, enfin, c'est clair pour VeChain. Donc il est temps vraiment qu'ils se refocalisent sur l'aspect de partenariat d'entreprise, sur l'aspect de un peu comme le produit digital là de passeport, mais c'est bien quand même qu'ils se remettent à l'essence même industrielle et non pas seulement de la régulation tout ça financière et européenne notamment. Mais en tout cas, voilà. Et au niveau maintenant de la TVL de VeChain, bon là on voit aussi hein, que c'est en baisse, mais c'est la TVL là vous avez en dollars. Donc forcément, vous le savez, je l'ai déjà expliqué la semaine dernière, que comme le prix du token VeChain s'est effondré, eh ben forcément la TVL en dollars c'est suivi en fait le prix du token, donc c'est effondré également. Par contre, en nombre de VeChain, on voit que alors, c'est la baisse également, mais c'est beaucoup moins prononcé que en dollars. Mais quand même, on voit bien qu'il y a une baisse de momentum sur VeChain, donc il est vraiment urgent, je pense, pour l'équipe VeChain qu'ils agissent sur l'essence même de VeChain à la base, c'est-à-dire les partenariats industriels. Et on voit que Stargate également, pareil, hein, ils ont perdu un momentum, parce qu'ils ont perdu 10% sur un mois quand même. On s'est un peu rattrapé, parce qu'on était à moins 20% à la base, donc là on est à moins 10%, un peu moins pire. Voilà. Bon après, moi je reste vraiment confiant sur VeChain parce que VeChain c'est vraiment le projet, c'est les ovnis quoi. C'est-à-dire ce sont les seuls sur le marché du RWU, c'est-à-dire sur les actions réelles avec la plateforme VBTR DAO, on l'a vu. Ils ont maintenant, je crois que c'est les seuls à vraiment faire un partenariat avec la régulation européenne pour tout ce qui est les passeports digitaux, etc. Mais il n'y avait pas que ça, il y avait plein d'autres choses également qu'ils avaient mis en place il y a 5 ans pas même sur les vaccins, enfin bref, pour cataloguer les bonnes doses, les machins, ce que vous voulez. Donc ils ont vraiment une niche très puissante et ils englobent vraiment une énorme communauté également. Ça c'est sûr sur VeChain, on le voit sur Twitter, avec notamment tout ce qui est le cadre de marketing de l'UFC et tennis notamment. Donc après, il faut vraiment, voilà, il faut qu'ils s'améliorent, qu'ils remettent le paquet sur l'industrie. Et puis là, s'ils font ça, ils vont vraiment tout exploser sur leur passage. Et là, on aura vraiment tout gagné, on va dire, sur le long terme. Bon, voilà. Donc après, je continue. Maintenant, je suis passé au RWA purement financier, vous savez, avec notamment, eh bien, Hondo. Et donc, Hondo Finance, ben, eux, ils continuent de tout défoncer sur leur passage. Je ne pose même pas la question, hein, clairement, Hondo Finance. Puisque là, il y a le Hondo Summit, donc le sommet d'Hondo qui arrive, hein, je vous rappelle, en 2026, c'est-à-dire prévu pour le 3 février 2026 précisément. Et donc, qui y aura? Eh bien, il y aura clairement tous les grands pontes de la finance traditionnelle avec BlackRock, Fidelity, Pantera Capital, Wisdom Tree, enfin bref, euh, tout le gratin de la finance mondiale. Donc, il y aura le CEO, et puis c'est pas n'importe qui, c'est-à-dire c'est carrément les PDG hein, qui arrivent. Donc là, vous avez carrément le CEO de Wisdom Tree, rien que ça. Vous aurez donc le fondateur et PDG de Hondo, bon, c'est normal, c'est eux qui organisent l'événement. Dan Morehead, le PDG et fondateur de Pantera Capital. BlackRock, qui sont quand même beaucoup trop gros, eux, ils ont pas daigné envoyer leur PDG, ils ont dit, allez, on envoie le Global Head of Market Development, donc Samara Cohen, et vous aurez également pareil pour Fidelity, ils sont trop gros pour s'abaisser à y aller, donc ils ont pas envoyé leur CEO, mais ils ont envoyé leur quand même directeur de tout ce qui est les actifs digitaux quand même.
Voilà, donc vous avez tout ça, et puis bien sûr, vous en avez encore un paquet d'autres hein, qui arrivent, mais ça c'était vraiment les plus gros quand même, les noms, puis vous avez les banques hein, aussi qui y ont, JP Morgan, tout ça, enfin bref, tout le gratin quoi. Voilà un peu Ondo Finance qu'ils arrivent à soulever juste en tant qu'entreprise crypto dans le RWA. Et donc là, ils montrent aussi qu'il commence à y avoir un momentum assez puissant sur le RWA au niveau des actions boursières. Parce que là, vous voyez, Ondo Finance, il déclare qu'en seulement une semaine, vous avez en fait tous les plus grosses actions boursières, notamment tokenisées comme Google, Amazon, Meta, etc., Nvidia, qui ont soulevé quand même des chiffres assez intéressants. Donc normalement, vous avez 500 000 dollars qui ont été de transactions qui ont été effectuées sur notamment l'actif tokenisé de Google. Vous avez 273 000 dollars sur l'actif tokenisé de Q. Alors ça, je sais même plus qui c'était, mais bref, voilà. 200 000 dollars sur Meta, 150 000 dollars sur Baba. Alors, j'imagine que c'est Alibaba. Pense 150 000 dollars sur Nvidia, etc. Donc on voit bien qu'il y a un momentum qui est en train de se faire et que les capitaux sont en train de s'injecter en masse de plus en plus rapidement sur les actifs tokenisés. Je continue avec une nouvelle information sur Ondo. Eh bien, ça y est, il y a plus de 100 actifs tokenisés d'ETF, etc., qui sont désormais disponibles sur la BNB Chain, voilà, qui est et le BNB, le Binance Wallet également. Là, c'est une bonne nouvelle pour Ondo Finance et pour également tous les utilisateurs de la blockchain Binance également. Donc on voit bien qu'il y a aussi une interopérabilité en cours sur tout l'aspect de tokenisation des actifs au niveau de la crypto-monnaie du Web3 en général, au niveau de la TVL. Regardez Ondo Finance, donc là ça se stabilise, hein, on le voit bien, c'est déjà par rapport à la semaine dernière, c'était également le cas, mais je pense que ça va partir à la hausse de nouveau, je ne serais pas étonné en tout cas dans les semaines qui viennent, parce que bon, Ondo Finance, c'est vraiment, je dirais, le poids lourd depuis la tokenisation des actions boursières. De toute façon, c'est les seuls qui font ça à une échelle institutionnelle, donc c'est pas compliqué, hein. Donc, quand vous êtes le seul dans un secteur qui est porteur, bah, pas trop de choix. Il faut il faut utiliser Ondo pour tokeniser ses actifs boursiers. Donc, c'est pas compliqué. Et voilà que. Voilà, donc pour ça, projet très très prometteur Ondo Finance. Alors, pour la question, il y a des personnes qui me posent la question comment ça se fait que la TVL d'Ondo Finance explose et que les prix, en fait, c'est l'inverse quasiment, on a une dissonance. C'est normal. En fait, pourquoi? Parce que Ondo Finance, si vous voulez, le token Ondo, pour l'instant, c'est un token de gouvernance. Donc, vous n'avez pas encore de lien précis entre le token Ondo et notamment les gas fees et les rendements, par exemple, sur l'utilisation du token Ondo en tant que tel par rapport à la blockchain. Et ça va changer hein, dans le temps, mais pour l'instant, c'est normal du coup que vous n'avez pas de lien direct entre notamment la TVL et Ondo. Mais par contre, ça, à un moment, il va y avoir un lien. C'est-à-dire que là, ça va péter, ça va exploser. Logiquement, c'est parce que Ondo Finance, au final, il faut le considérer comme une action boursière de l'entreprise Ondo. Voilà. Sauf que quand ils vont mettre en place les gas fees avec des rendements donc sur le token Ondo, même du staking ou plein de choses comme ça, bon, là, ça va, je pense, déménager sévère, sévère. Bon, et donc c'est valable, cet aspect-là, c'est également valable sur Plume, c'est valable sur plein de blockchains au final. Donc, il faut attendre que que l'utilité au sein du token soit mis en avant, en fait, tout simplement. Mais ça va arriver avec le temps, parce que pour l'instant, ils développent en fait leur service, puis après, ils développeront l'utilité en parallèle sur leur token. Bon, allez, je continue. Maintenant, je passe aussi, je pense, à la pépite de chez Pépite, au poids lourd, hein, tout simplement dans le RWA de Chainlink. Donc Chainlink, c'est vraiment pareil, le projet qui sont les seuls, les leaders qui sont les seuls à assurer en fait les datas dans les blockchains avec des termes d'oracle, etc. Et donc là, vous avez tout simplement un tweet de Chainlink directement qui déclare que Chainlink, c'est le seul système qui apportera l'ensemble euh, par eux-mêmes, en fait ou passera par Chainlink. C'est ce que déclare en fait Sergei Nazarov, donc le PDG de Chainlink, puisqu'il déclare en fait carrément à la Banque centrale du Brésil, alors oui, quand je vous dis on vous parle dans la même cour quand même là, et également l'autorité monétaire de Hong Kong, donc là vous avez quand même deux gouvernements, le Brésil et Hong Kong, donc soit la Chine en fait, derrière,
qui s'intéresse très fortement, en fait, à Chainlink. Et le Sergei Nazarov, là, qui est ici, explique tout simplement lors du SmartCon, hein, je rappelle, ça c'était l'événement organisé par Chainlink directement. Donc, vous voyez que là aussi, Chainlink sont arrivés à tirer des grands pontes au sein de leur événement, carrément des autorités gouvernementales. Et donc, ils ont tout simplement présenté ce qu'ils appellent leur CCP, token, et donc comment ils gèrent les transactions de data au niveau blockchain pour les autorités. Voilà. Donc, ça intéresse très fortement, vous voyez, les institutionnels, les gouvernements. Donc, on voit que la tokenisation d'actifs, c'est qu'une question de temps avant que ça parte vraiment en vrille et que ça explose tous les records sur tous les records. Ça explose déjà des records, mais pour l'instant, on voit bien que c'est pas encore un tsunami, mais je pense qu'à un moment, ça va être littéralement un tsunami de capitaux qui vont s'injecter sur la blockchain et sur notamment les projets RWA comme Chainlink. Bon, allez, je continue, donc toujours avec Chainlink, donc nouveau partenariat entre Chainlink et AltStation, donc AltStation, je rappelle, c'est une plateforme de trading quand même, qui génère 69 milliards de dollars de volume de trading, en fait, alors je sais pas si c'est annuel ou par mois, mais en tout cas, voilà, ils ont choisi le standard d'interopérabilité de Chainlink avec notamment la technologie CCIP que présentait notamment Sergei Nazarov précédemment, ce que je vous ai montré à la Banque centrale du Brésil et à l'autorité monétaire de Hong Kong. On voit bien que ça y est, les institutionnels, les gouvernements sont en train d'adopter la technologie CCIP de Chainlink pour les transactions en data au niveau mondial. Allez, je continue et donc c'est là où, pour vous résumer, Chainlink, ça, je trouvais ça vraiment top. C'est que Chainlink, au final, c'est quoi? Regardez un peu au fur et à mesure des technologies. Vous avez par exemple les boîtes aux lettres. Les boîtes aux lettres, ça a été quasiment remplacé, on le voit bien, dans la poste, par les mails, au final. En tout cas, les lettres, aujourd'hui, c'est des mails. Tout ce qui est le télégraphe, ça a été remplacé par le téléphone. La machine à écrire a été remplacée par l'ordinateur. Les cartes routières ont été remplacées par le GPS. Et donc maintenant, eh bien, les stocks d'or, notamment, ont été remplacés par la tokenisation des actifs. Et donc là, il montre l'or pour faire un exemple, pour illustrer un exemple, mais là, vous pouvez mettre une maison, vous pouvez mettre vraiment un objet quelconque, tout objet aujourd'hui économique qui peut être échangeable, en fait, désormais peut être mis sur la blockchain et donc les avantages que déclare la Chainlink ici, c'est que les infrastructures essentielles pour la tokenisation des actifs, ben, ça fournit quoi? Ça fournit des audits en temps réel de la collatéralisation des réserves, parce que je rappelle notamment de Fort Knox. Alors, plus personne ne parle de Fort Knox. Il y a un moment, on parlait de faire un audit là par Elon Musk et Trump des réserves de Fort Knox au niveau de l'or. Après des rumeurs, il n'y a pas eu d'audit depuis très longtemps. Je rappelle qu'on n'a plus jamais entendu parler. Ils ont dû faire l'audit. Alors, soit c'est une bonne nouvelle, mais bon, ils auraient pu le dire que soit il n'y a plus rien, et en fait, Fort Knox, bon, voilà. Mais là, par exemple, ces questions-là, même pas, on a besoin de se les poser si tout avait été mis sur la blockchain, par exemple. Si on a une technologie blockchain et que chaque quantité d'or, chaque gramme d'or qui rentre, en fait, à Fort Knox passe par la blockchain, bah, en fait, vous avez le monde entier qui a vraiment la preuve sous les yeux que vous avez bel et bien une certaine quantité d'or à Fort Knox. Ouais, pas besoin de passer par des intermédiaires d'audit trop chiants, etc., coûteux, machin. Voilà, c'est la blockchain, point barre. Donc ça, c'est ça le principe même de Chainlink. Ça, Chainlink, eux, à travers leur technologie CCIP, eh ben, ils sont capables de fournir à un niveau public et même privé, parce que là, Chainlink, je vous rappelle, la semaine dernière, je vous expliquais qu'avec leur CRE, c'est-à-dire qu'ils ont le CCIP, mais ils ont également une autre technologie, c'est le CRE, réservé aux institutionnels et gouvernements, qui permet en fait d'assurer dans la blockchain les data, mais à une échelle privée. Pour pas que les gens comme vous et moi, en fait, on a accès à certaines données sensibles au niveau des entreprises, au niveau des partenariats financiers, etc., au niveau des chiffres comptables, tout ça là. Mais du coup, le principe, c'est celui-là. Vous voyez? Après, vous avez tout ce qui est la connexion de haute qualité, hein, au niveau des data off-chain. Vous avez les on-chain, vous avez aussi le off-chain. Là aussi, c'est intéressant. Vous avez la synchronisation avec les systèmes existants également.
tout ce qui est l'interopérabilité sécurisée blockchain et également tout ce qui est la régulation, c'est-à-dire la conformité automatisée au niveau mondial, en fait, des données. Et là, on apporte en fait la transparence et la confiance à une échelle mondiale des données, tout ça pour le public dans une époque où la confiance est de plus en plus faible entre les citoyens et les gouvernements et les institutionnels. Donc ça, c'est quelque chose vraiment, je pense Chainlink, c'est l'avenir pour moi. Chainlink, c'est le leader dans le RWA côté data, d'ailleurs données numériques. Et comme aujourd'hui, le data, c'est le nerf de la guerre au niveau Internet, on le voit bien, par exemple, Google, Meta et tout, comment ils font leur bifton. Bah, ils font leur bifton sur notre dos, sur les données numériques, le big data. Et donc Chainlink, c'est les rois de la tokenisation du big data. Donc forcément, ils sont vraiment les rois du pétrole à l'avenir. Donc Chainlink, pour moi, c'est qu'une question de temps avant qu'ils explosent à un niveau nucléaire, bien plus encore que Ondo Finance, Plume, VeChain. Enfin voilà, pour moi, Chainlink, c'est vraiment le roi du pétrole dans le secteur du RWA parce qu'ils sont liés au big data qui est par essence même le pétrole numérique. Bon, allez, je continue. Maintenant, je passe à Plume. Justement, donc Plume, c'est parti. Ils annoncent la FinTech Week donc de 2025 qui vont participer donc à Abu Dhabi au Solana Breakpoint. Donc ça va être vraiment normalement un événement organisé, bah, comme tu as le portion par Solana. Et donc ils vont participer du 8 au 13 décembre à Abu Dhabi, l'équipe de Plume, pour rencontrer justement tout ce qui est l'aspect des partenariats, des fondateurs, des institutionnels, en fait, qui partagent leur vision pour apporter en fait la tokenisation des actifs on-chain. Et donc c'est parti pour un tour. Donc, je pense qu'on aura des nouvelles très intéressantes à partir de la semaine prochaine, enfin du 8 au 13 décembre. Hein. On aura des nouvelles intéressantes de la part du projet Plume sur cet aspect-là, surtout que Abu Dhabi, bah forcément, ça bouge beaucoup en ce moment au niveau de la blockchain parce qu'ils sont très intéressés à Abu Dhabi. Voilà, enfin tout ce secteur Moyen-Orient, on voit bien avec le Kazakhstan, enfin eux ils sont au fond là sur le Bitcoin, la tokenisation des actifs et tout. Et d'ailleurs ça devrait nous interpeller nous. Ça devrait interpeller, je pense, l'Occident là, que tous ces pays qui, on va dire économiquement, se portent moins bien au niveau de leur monnaie, etc., au niveau économique, enfin plein de choses, s'intéressent autant à la crypto-monnaie, au Bitcoin, à un système en fait qui est dédollarisé quelque part, enfin indirectement, hein, parce que bon directement il y a quand même le dollar forcément, mais indirectement il y a moins de force de frappe du dollar sur ça. Donc c'est pour ça que les BRICS notamment sont à fond là. Les BRICS, notamment le Brésil, pourquoi comme par hasard le Brésil s'intéresse à Chainlink, c'est également parce qu'il fait partie des BRICS. Et donc comme la Russie, la Chine ont annoncé avec des partenariats commerciaux entre euh, en zone BRICS en Bitcoin, c'est pas pour rien, c'est pour échapper notamment aux sanctions liées au dollar. Bon. Donc il y a vraiment pour ça que le Bitcoin et la crypto-monnaie, pour moi, c'est vraiment le narratif et le secteur sous-évalué en termes boursiers de l'histoire. Le plus sous-évalué, clairement. Trop utile le truc. Bon, allez, je continue. Donc Plume, toujours en train d'avancer ses pions au niveau des fondamentaux, puisque ça y est, ils ont annoncé un nouveau partenariat carrément avec Paxos. Alors Paxos, quand même, c'est pas rien. Donc là, ils ont pas beaucoup d'abonnés, ok, hein, pas de souci. Mais Paxos, c'est un des plus gros, une plus grosse entreprise donc, américaine dans tout ce qui est la création de stablecoins, et notamment et de d'émissions de stablecoins. Et donc là, vous avez Paxos Labs, voilà, avec en partenariat avec Hyperliquid, Aptos, et également Layer Zero Labs et Plume. Désormais, en fait, toutes ces entreprises-là vont permettre l'achat, l'accès à USDGO, donc un stablecoin tout simplement émis par Paxos. Voilà. Donc c'est intéressant de voir quand même que Plume fait partie des gros, enfin est aux côtés des grosses blockchains, donc notamment Aptos, Hyperliquid. Je rappelle, Hyperliquid c'est une des plus grosses blockchains les plus rentables. Hein. Donc clairement, donc c'est assez intéressant de voir que Plume a été également choisi par Paxos Lab pour le nouveau stablecoin USDGO. C'est la prochaine évolution, comme il le dit, dans l'infrastructure des stablecoins. Bon, après, faut voir hein, avec le temps ce que ça donne avant de jeter des fleurs à ce USDGO. Et voilà, je suis dans l'esprit parce que Plume, je rappelle que c'est un projet qui a quand même 6 mois, enfin 8 mois désormais, et que déjà,
il compte parmi des projets comme ça de partenariat. Il attire les regards en tout cas aux côtés de blockchains qui ont fait leurs preuves depuis bien plus longtemps, notamment Aptos et Hyperliquid. Allez, on peut continuer toujours avec Plume, et là vous voyez alors la TVL de Plume sur DeFi Lama toujours est en baisse en dollars. Pourquoi? Parce que le token Plume comme VeChain s'est effondré en dollars. Donc comme il s'est effondré en dollars, bah forcément c'est logique que la TVL se casse la figure comme VeChain. Mais par contre, contrairement là à VeChain, si on fait la TVL et qu'on la prend en nombre de jetons, eh bien regardez, la TVL ne fait que exploser. Donc on voit qu'en nombre de jetons, les investisseurs continuent d'acheter massivement et de bloquer de la valeur massivement en nombre de plumes de crypto, quoi. Plumes. Contrairement à VeChain qui malheureusement chute même en nombre de VeChain. Bon, elle chute doucement, mais chute quand même. Voilà, donc faut être réaliste, objectif. Mais Plume, là pour le coup, eux, c'est l'inverse. Eux, ils gagnent du momentum très fortement. On le voit malgré la chute de la TVL par rapport au dollar. Et donc, je continue. Maintenant, je suis sur rwa.xyz avec toutes les métriques de Plume. Et regardez, bon là, c'est dans le rouge quand même. C'est dans le rouge, faut le dire. Donc, vous avez au niveau de la valeur des actifs distribués, donc on a moins 30% quand même, donc c'est pas rien, quand même pour 30 jours. Il y a que en nombre de détenteurs de holders que là, on a plus 0,57%. Après, même si on est dans des baisses comme ça, on voit que les fondamentaux restent très solides parce que je vous rappelle que Plume, donc je le montre ici, là je suis sur le RWA.xyz au niveau global du RWA. On voit que Plume, ils sont à 280 000, donc ça n'a pas trop bougé par rapport à la semaine dernière en termes de holders, détenteurs d'actifs tokenisés RWA. Mais le nombre total d'actifs de holders en termes d'actifs RWA au niveau mondial, c'est 553 000. Donc on voit qu'à eux seuls, Plume sont toujours à plus de la moitié du marché total de nombre de holders sur le RWA, alors qu'ils ont 8 mois les Gugus, quoi. Voilà, donc là c'est pour ça que moi je reste quand même très positif sur Plume malgré la chute la récente du marché du AWA sur Plume, mais après c'est quand même global dans le sens où vous voyez que le momentum s'est calmé sur le Global Market Overview du AWA puisqu'on est à plus 0,77% sur le RWA on-chain, donc on voit que là sur la courbe, on voit qu'il y a une toute petite baisse même et que depuis 2-3 semaines on voit que ça baisse quand même globalement sur le RWA. La semaine dernière, pour vous dire, on était dans les 35 et quelques milliards de dollars on-chain au niveau du RWA. Donc on voit que ça augmente pas non plus. Il y a une perte de momentum là en ce moment sur le RWA au niveau global, mais c'est sûr que ça va repartir à la hausse parce que les institutionnels, les banques, les gouvernements sont derrière. Voilà, c'est trop utile en fait. Donc c'est intéressant quand même de voir cet aspect-là. Et pour Plume, bon bah ça continue d'apporter des gros fondamentaux, des partenaires. Donc moi je reste confiant quand même sur la suite des choses. Surtout qu'ils ont déjà des partenaires solides. Allez, je continue et maintenant je passe à XRP et notamment Ripple. Alors XRP, ça y est, eux ils partent vraiment en vrille, on leur les retient plus, puisque ça y est, ils ont introduit à travers donc Grayscale un ETF XRP, un nouvel ETF, donc au ticker le GXRP, donc Grayscale XRP en fait ETF. Et donc il y a 0% en plus de frais de gaz, enfin de frais de pas de gaz de transaction. Donc c'est pas mal et surtout c'est le troisième plus gros fonds d'ETF au niveau de l'XRP au niveau mondial. Donc là c'est intéressant. Je continue toujours avec XRP et Ripple là qui annoncent carrément que leur RLUSD, c'est-à-dire vous savez leur stablecoin, a été tout simplement, on parlait d'Abu Dhabi, vous voyez, bah Abu Dhabi ils sont chauds, hein, euh, comme référence en termes de token pour les monnaies fiat. Donc selon Abu Dhabi, en fait, le RLUSD est l'équivalent d'une monnaie fiduciaire entre guillemets, hein, je vulgarise, pour ces autorités gouvernementales en fait. Voilà où en est Ripple quand même. C'est un truc de fou. Eux, ils avancent à grands pas. Je continue toujours dans la sphère ETF. Eh bien, on voit que ça y est, Franklin Templeton a annoncé le XRPZ, c'est-à-dire l'ETF de Franklin Templeton, en fait, mais dédié au XRP. Donc là, je pense qu'on va voir sur Farside Investor dans les semaines qui viennent. Je pense qu'ils vont mettre à jour, ils vont rajouter aux côtés de Solana également l'ETF XRP avec toutes les données
on verra on-chain les capitaux qui vont être injectés en flux sortant, entrant sur les ETF XRP. Donc ça y est, et on voit que Franklin Templeton s'y est mis également. Donc ça y est, on voit que XRP est en train de partir en vrille, surtout on commence à voir les chiffres qui sortent, notamment cointribune.com, en termes d'articles, le stablecoin RLUSD de Ripple dépasse 1,26 milliard de dollars alors que son adoption accélère. On voit qu'il se passe quelque chose là sur Ripple. Le RLUSD est en train de prendre une place capitale et de grignoter des parts de marché dans le marché global du stablecoin. Et c'est pas fini, puisque là aussi on a les chiffres sur journalducoin.com des premiers lancements ETF XRP sur l'ensemble des plateformes qui ont lancé un ETF sur XRP. Et donc les ETF XRP globalement attirent 780 millions de dollars, je rappelle, en seulement 2 semaines, parce que la semaine dernière on avait eu également le lancement de l'ETF de Canary sur XRP, et là on a 3-4 ETF XRP désormais qui sont lancés. On a Bitwise également qui a été lancé. Donc la crypto de Ripple va-t-elle retrouver ses ATH? Point d'interrogation. Ben ça par contre, je laisse Madame Irma décider si c'est le cas bientôt ou pas. Ça on peut pas savoir, mais en tout cas les fondamentaux sont là et surtout les capitaux arrivent en masse dans les ETF XRP. Donc ça c'est extrêmement positif pour le projet bien évidemment XRP. Je continue, donc là maintenant je vais passer aux actualités un peu plus générales crypto, donc cryptost.fr, 9 milliards de dollars et des stablecoins. La Bolivie fait sa révolution crypto pour sortir de la crise financière. Donc c'est là où on voit qu'il y a vraiment quelque chose qui est en train de se passer, un peu comme les Moyen-Orient. Vous voyez ce que je vous disais, c'est que tous les pays qui ont une crise financière, qui ont des problèmes économiques, qui ont des problèmes au niveau de leur monnaie fiduciaire, eh bien, se tournent automatiquement vers le Bitcoin, les crypto-monnaies et la blockchain. Donc ça, c'est quand même quelque chose qu'il faut prendre en compte. Et quand je vous dis qu'on a un changement de paradigme financier, révolution financière, et donc ça va impacter le social, forcément, parce que l'économie, c'est la base de tout, et donc du social, eh bien, on en est là. On y est, quoi. Donc je pense que l'Occident, vraiment, si on n'arrive pas à prendre en tout cas l'Europe, parce qu'on voit que les États-Unis sont à fond, ça y est, ils ont compris, avec Trump et notamment qui sont pro-crypto, blockchain et tout. Mais nous, l'Europe, on est encore à la rue, quoi. Nous, on en est à faire du passeport digital. Voilà, on utilise la blockchain pour faire du passeport digital. On n'a rien compris, quoi. Voilà, on est sur ça. L'euro numérique, bah, ils vont faire un euro numérique mais centralisé. Donc, c'est géré par la banque centrale. Donc, au final, ce sera un stablecoin qui aura pas de plafond. Donc, ça servira à rien, au final, si ce n'est à contrôler les citoyens. Et pour tout ce qui est des startups, des montants injectés dans la crypto-monnaie, on voit que l'Europe, on n'est pas au rendez-vous. Donc, il faut vraiment qu'on bouge les fesses. En tout cas, même quand je dis l'Europe, c'est surtout les pays, notamment parce qu'il y a l'Europe de l'Est, on a vu que la République tchèque qui a mis en place une réserve stratégique de Bitcoin, de crypto-monnaie, ils commencent à comprendre. Mais moi, je parle de la France, l'Allemagne, enfin, voilà, tous les pays vraiment Europe de l'Ouest, on n'est pas encore sorti de l'auberge. Ça, c'est clair. Voilà. Donc c'est intéressant quand même de voir cet aspect-là. Là, je continue toujours avec les articles sur la crypto. Donc Cointelegraph France, Amundi innove avec une version tokenisée de son fonds monétaire en euros. Donc là, on voit bien, ça y est, que les gestionnaires d'actifs, eux, ont compris vraiment ça y est, le filon, hein. Ils veulent leur part du gâteau maintenant sur le marché européen et veulent s'attaquer aux investisseurs du marché européen. Donc ça, c'est bon. Ensuite, article journalducoin.com, RWA, dans la tokenisation des actifs, le FMI met en garde contre une catastrophe annoncée. Voilà. Donc, quand je vous dis qu'on est en train d'assister à un changement de paradigme, c'est enfin, au final, c'est pas moi qui vous le dis, là. Là, c'est les autorités traditionnelles, en fait, financières qui ont peur, simplement parce qu'on le voit carrément leur essence même être attaquée au plus profond. Et oui, parce que la tokenisation des actifs, c'est quoi? C'est justement supprimer les intermédiaires et assurer la transparence et la décentralisation, entre guillemets, sur tous les actifs échangeables au niveau mondial. Donc l'immobilier, les actions boursières, les paiements transfrontaliers, tout ce que vous avez. Donc pour le FMI, c'est quoi? C'est le Fonds monétaire international. Donc c'est ceux qui garantissent les fonds alloués à droite à gauche. Et donc, ce sont les intermédiaires, quelque part, entre les montants alloués des prêts
aux gouvernements qui sont endettés, etc. Mais du coup, le FMI avec le RWA, on n'a plus besoin, hein. Ah oui, c'est comme les auditeurs de Fort Knox. Si vous mettez le stock d'or de Fort Knox sur la blockchain, il n'y a plus besoin d'auditeurs. Donc tous ces gens-là, là, on va les virer. Ils serviront plus à rien en fait. Ah, donc forcément ils ont peur. Et donc ils le disent très bien en plus. Les points clés. Le FMI a émis une mise en garde choquante contre la potentialité catastrophique de la tokenisation, soulignant ses risques pour la stabilité financière mondiale. Ah bah oui, bah forcément, le pouvoir sera plus dans les mains du FMI. Voilà. Donc bien que promettant des transactions plus rapides et économiques, ils le disent eux-mêmes, la tokenisation pourrait paradoxalement accroître la volatilité des marchés et transformer des problèmes locaux en crises systémiques. Et ça, ils le disent très bien, en fait. C'est-à-dire que le bordel des dettes, avec la fuite en avant des dettes, aujourd'hui, il est provoqué par les banques centrales, et notamment le FMI en partie. Il fait partie du système actuel traditionnel où on voit qu'on va dans le mur. Mais là, ce qui se passe aujourd'hui, c'est que il y a de plus en plus de personnes qui sortent du système traditionnel pour se réfugier dans la blockchain, la crypto-monnaie, le bitcoin, pour débancariser déjà, mais aussi parce qu'ils ont plus confiance dans les autorités gouvernementales qui sont notamment en France. Petite parenthèse, hein, je rappelle que la France, là, ils sont en train de parler de piocher dans l'épargne des Français. À l'Assemblée, là, des fois, vous avez des petites phrases comme ça, ils disent, bon, on a 6 000 milliards, combien d'épargne privée, bon, bah, la dette, 3 400 milliards, ok, bah, on n'a plus qu'à se servir. Voilà, on entend des choses comme ça maintenant à l'Assemblée nationale. Donc, quand on entend ce genre de choses, forcément, on n'a pas vraiment envie, en tant que citoyen averti et un petit peu parano, hein, bah, je suis parano avec bienveillance, hein, et même c'est pas de la parano, c'est vraiment de la vision, on va dire, ouvrir les écoutilles. Eh bien, on peut se dire qu'éventuellement, un jour, ils seront pas à l'abri de venir piocher dans l'épargne des Français, dans les banques, directement, dans les assurances vie, tout le tralala. Bon. Donc, quand on entend ça, bah, forcément, on n'a plus envie de mettre ses fonds dans l'euro, quoi. Ou dans, des trucs qui sont back-up par des autorités gouvernementales, les banques centrales, etc. Voilà. Et donc, le FMI a raison de s'inquiéter. Mais pour eux, pas pour les autres. Allez, je continue. Donc, vous voyez quand même, on est en train vraiment de changer de système là. C'est intéressant quand même ce qui se passe, c'est clair. Donc là, sur cointribune.com, SwissChain Holding SA apporte le standard suisse de confiance aux actifs numériques avec la tokenisation de ses bons de participation. Donc c'est quand même édifiant de voir le contraste entre, on voit que les vieux dinosaures, avec les autorités comme le FMI, la Banque Centrale Européenne, pareil, c'est un peu la même chose, un peu le même discours, eh bien eux, ils sont contre, quelque part, ce nouveau système, parce qu'ils ont peur, en fait, de disparaître, à juste titre. Et par contre, vous avez les banques, tous les acteurs financiers de terrain, si je puis dire, qui sont au quotidien face à tout ça, qui sont à fond, parce qu'ils voient bien qu'il y a des économies à faire, qu'il y a vraiment des gains énormes liés à la blockchain et liés à la tokenisation des actifs. Et là, on le voit bien avec la Swiss Chain Holding SA, donc le standard suisse, qui vraiment adoube carrément en fait la tokenisation. Donc c'est l'opposé des déclarations du FMI en fait. Voilà. Bon, donc ce sera tout, hein, vous voyez, pour la crypto-monnaie, mais c'est pour ça que je vous dis au niveau des fondamentaux, on est vraiment dans une ère, on voit, il n'y a pas mieux que cette ère-là aujourd'hui, ce qu'on est en train de vivre. Par exemple, même 2020-2021, au cycle haussier de 2020-2021, on n'avait pas tous ces fondamentaux-là. Là, on est en train vraiment d'exploser les scores de positivité sur les fondamentaux de la blockchain, de la tokenisation des actifs, même sur les crypto-monnaies, sur des projets comme Ripple, Chainlink, Ondo Finance, enfin tout ça, c'est vraiment des projets pépites, des projets phares qui sont en train de révolutionner la finance traditionnelle. Et ça, à un moment, on a en plus un marché au niveau des prix qui est dans l'extrême peur, avec une sensation de bear market, quoi. Voilà, donc ça, je vous dis que ce marché, la crypto-monnaie, la tokenisation des actifs, c'est le marché le plus sous-évalué pour moi de l'histoire, clairement avec ce qui se passe, en contraste avec tout ce qui se passe. Je ne parle même pas de, effectivement, l'aspect de changement de paradigme, comme j'ai déjà expliqué, quand on voit l'avis du FMI qui nous fait bien rigoler, et comme si le système n'était pas déjà dans la merde, en fait. Voilà. Ils sont en train de se réveiller, quoi, presque au moment où ils sont en train de se faire remplacer. Trop drôle. Bon. Voilà. Et donc,
Tout ça, en plus, je fais la petite conclusion, maintenant je passe à l'or et à l'argent, et effectivement, l'or est d'accord au final avec ses propos, puisque l'or lui continue de monter, donc il nous passe un beau message, l'or, c'est que effectivement c'est le bordel, puisqu'on est désormais une semaine, on est en train de repartir à la hausse sur le cours de l'or, on a 116 681 euros le kilogramme d'or, 24 carats. Donc en once, ça fait 3629 euros l'once, donc 31,1 grammes. Donc on voit bien qu'il se passe quelque chose sur l'or et que ça continue. Donc l'or est pas prêt en fait de s'arrêter de monter. Parce que c'est pas vraiment l'or en fait qui prend de la valeur, c'est l'euro qui perd de la valeur par rapport à l'or. C'est ça qu'il faut retenir. Et puis vous avez l'argent aussi qui lui, alors lui l'argent, il nous fait exploser tous les records, parce que là vous voyez que sur cette semaine, on est passé quand même de 1390 euros à boum, à 1563 euros, et je pense que ce n'est pas fini. Parce que vous voyez, il a été stoppé l'argent dans son élan parce que c'est le week-end et donc les bourses le week-end sont fermées. Et donc là, je vous fais une petite référence à la tokenisation des actifs qui, de l'or tokenisé, de l'argent tokenisé, signifierait qu'il n'y aurait pas de fermeture le week-end au niveau des cours de l'or et de l'argent. Hein. Petite parenthèse fermée maintenant, mais voilà, tokenisation obligée. Et donc, on voit bien que là, l'argent, eh bien, était stoppé dans son élan. Je ne serais pas étonné que ça reparte à la hausse. Alors peut-être qu'on va avoir une correction parce qu'il a vraiment pété quand même extrêmement fort là cette semaine. Donc on n'est pas à l'abri d'une petite correction momentanée, mais je pense que ça va repartir à la hausse. Et ça, c'est logique. Alors souvenez-vous, ceux qui me suivent régulièrement, j'en ai parlé quand même il y a un mois, où j'ai présenté l'article de la LBMA, quand même, qui disait effectivement on est mal, on a une pénurie d'argent en cours. Bon, vous avez dit, bon, j'avais dit serrez les ceintures, accrochez-vous, l'argent va décoller. Bon, eh ben ça n'a pas raté. Et donc ça, c'est quoi? Pourquoi je vous rappelle ça? C'est tout simplement parce qu'on a une crise de liquidité. Et c'est quand même ce que je vous dis sur le Bitcoin. Donc quand je vous dis que le Bitcoin un jour va décoller, enfin il a déjà décollé, hein, mais il va décoller plus que ce qu'il n'a fait maintenant, c'est parce qu'on est en train d'assister en fait sur tout ce genre d'actifs, donc soit Ethereum, que ce soit Bitcoin, l'argent, voilà, à une crise de liquidité. Et c'est ça qui fait réellement en fait la montée et la descente des prix, c'est l'offre et la demande par rapport à un actif en fait. Voilà. Donc l'argent est en train d'exploser, mais c'est une conséquence uniquement de cet aspect de pénurie au niveau mondial. C'est-à-dire que les banques, effectivement, n'arrivent plus à trouver d'argent. Et moi qui suis effectivement dans l'or, savoir que tout ce qui est les banques de rachat d'or, d'argent, on n'a plus accès désormais aux pièces ventes de pièces modernes en argent. Voilà. C'est plus disponible, pour vous dire. Donc, tout ce qui est les pièces en argent, vous savez, tout ce qui est les Maple Leaf argent 1 once, en argent pur, tout ce qui est les Krugerrand, les notamment donc les Britannia argent, enfin toutes ces pièces qui normalement donc, à cours légal, moderne, non taxable à la revente, sont fabriquées régulièrement au prix du cours légal. Eh bien, elles ne sont plus disponibles sur les marchés. On ne peut plus les commander nous pour nos clients en fait. Voilà. Ça c'est du jamais vu. Hein. C'est du jamais vu. Donc c'est pour vous dire au point où on en est sur l'argent. Donc ça va continuer à péter logiquement sur l'argent. Donc si vous avez de l'argent, bah, gardez-le et si vous pouvez achetez-en même, je pense, parce que de toute façon l'or, l'argent, le Bitcoin et les crypto-monnaies, la tokenisation d'actifs, c'est mon opinion à moi. Je vous dis, c'est mon avis. C'est des choses qui vont vraiment prendre de la valeur dans le sens, vous savez, le bouclier contre l'inflation quelque part. Expliqué, hein. Et donc, c'est une façon de diversifier votre patrimoine par rapport au shitcoin que devient l'euro, tout simplement, euh, et le pouvoir abusif de plus en plus des banques, et en Europe, hein, notamment, et du gouvernement, notamment français. Voilà. Bon, sur ce, bah écoutez, je vous fais la bise, hein, je vous dis à bientôt. N'hésitez pas à mettre un like si vous avez appris des choses, aimé la vidéo pour soutenir la vidéo. N'hésitez pas à vous abonner pour soutenir la chaîne. Plus on est de fous, plus on rigole. Merci, hein, vraiment du fond du cœur. Et puis sinon, je vous dis, prenez soin de vous, passez une très belle semaine et je vous dis à la semaine prochaine pour une autre vidéo. La bise, ciao.